Les moyens techniques ne sont pas aussi performants qu'aujourd'hui. Les rails doivent être posés à la main, un chantier titanesque qui rend impossible le respect des délais de construction. Finalement, le métro n'est pas prêt pour l'ouverture de l'exposition. C'est avec 3 mois de retard que la ligne 1 est inaugurée le 19 juillet 1900. Non sans appréhension. Les premiers passagers du métro sont plutôt anxieux à l'idée d'emprunter des wagons dans une pénombre. C'est pas très facile pour un individu de l'époque. Et pourtant, les voyageurs sont immédiatement séduits. Le métro est un succès sans appel. Des milliers de passagers l'empruntent dès le premier jour. Ça fonctionne tellement que le problème, c'est que dans certaines stations de métro, on doit mettre des policiers pour réguler le flux, parce qu'il y a trop de monde. À la fin de l'année 1900, 17 millions de voyageurs ont emprunté le métro. Il connaît tant de succès qu'on décide de construire tout un réseau dans Paris, jusqu'à arriver à 14 lignes aujourd'hui. 120 ans après sa construction, la ligne 1 de 1900 est maintenant entièrement automatisée. Et même si le métro de nos jours n'a plus le même visage qu'à l'époque, certains endroits ont été conservés tels quels, comme sur cette place. Créée par Hector Guimard, architecte emblématique de l'Art Nouveau, ces entrées de station ont provoqué un énorme scandale. Les gens considèrent que ce sont des atrocités, que c'est de l'art dégénéré, que les petits globes lumineux que vous avez en haut qui ornent un petit peu les entrées, ce sont les yeux du monstre. Donc c'est très clivant. Mais l'idée de la compagnie du métro, c'est qu'on parle de son métro. Et au final, c'est efficace. 120 ans plus tard, ces entrées de métro sont classées au monument historique et sont considérées comme un patrimoine exceptionnel. À l'époque, construire des transports collectifs efficaces est la seule solution pour que le public puisse visiter tout ce qui est proposé dans cette exposition. Vous ne pouvez pas faire le tour de l'exposition en une journée. Donc vous revenez. Vous venez une fois, vous venez 2 fois, vous venez 10 fois, 20 fois. En plus du métropolitain, ils imaginent un autre moyen de transport qui permet cette fois de visiter les monuments situés dans le quartier de la Tour Eiffel, comme le Petit et le Grand Palais, le pont Alexandre III, la rue des Nations ou encore le Palais de l'Électricité. C'est le trottoir roulant. Contrairement au métro souterrain, le trottoir roulant, lui, se trouve bien au-dessus du sol. C'est une sorte de plateforme qui avait été construite en hauteur, une sorte de viaduc, sur un peu plus de 3 km. Et sur cette plateforme, il y avait 2 trottoirs roulants. Chacun des trottoirs roulants propose aux passagers une vitesse différente. Dans l'une, on pouvait se déplacer à peu près 4 km/h, dans l'autre, on pouvait se déplacer à peu près à 8 km/h. Il permet de parcourir 3,5 km en 26 minutes seulement. C'est l'ancêtre de notre escalier mécanique. Une invention sans doute trop avant-gardiste pour l'époque. Il a été totalement détruit après l'exposition et nos escaliers mécaniques ne se sont finalement développés dans les grandes capitales que plusieurs décennies plus tard. Enfin, pour compléter ces aménagements urbains, on construit une passerelle piétonne qui permet aux visiteurs de passer d'une rive à l'autre facilement. La passerelle des Billy fait toujours partie des joyaux de la capitale, alors qu'elle devait initialement être détruite après l'événement. Les organisateurs n'ont finalement pas voulu détruire cette construction audacieuse. Érigée sur une charpente entièrement métallique, sa singularité repose sur un arc à tablier intermédiaire dont la flèche s'élève à 15 mètres. À l'époque, c'est le 2e ouvrage métallique parisien après la Tour Eiffel à avoir été sauvé alors qu'il était voué à la destruction. Pendant l'exposition, les visiteurs l'empruntent pour admirer de majestueux pavillons des 2 côtés de la Seine. Sur plus d'1 kilomètre le long du fleuve, à la place de la promenade plantée qui existe aujourd'hui, d'immenses bâtiments ont été érigés par les 40 pays exposants. L'objectif ? Montrer leur puissance
à travers des constructions monumentales. C'est un peu un concours de muscles, une exposition universelle. Il faut montrer qu'on est capable, il y a une compétition, voire même qu'on est meilleur que les autres sur certains aspects. Chaque pavillon rivalise avec l'autre. Les dimensions de ces palais sont hors normes. Le pavillon de l'Allemagne, par exemple, a une emprise au sol de 700 mètres carrés et une hauteur de 37 mètres, l'équivalent de 2 immeubles parisiens. Aussi beaux soient-ils, ces bâtiments ne sont pas voués à perdurer dans le temps. Ils doivent pouvoir se démonter après l'exposition. On va construire des bâtiments qui seront éphémères. On les construit dans des matériaux qui seront destructibles à l'issue de l'exposition universelle. Donc on les construit dans des matériaux qui sont ceux de la fibre de jute, du ciment, du plâtre de Paris. Ces palais sont érigés sur de simples cadres de bois, mais pour faire illusion aux spectateurs, ils sont recouverts de colonnes et de décorations factices. Ce décor est tellement réaliste qu'il est difficile de reconnaître la capitale. Quand on voit des films, des photos de l'époque, on n'est plus à Paris, on est dans un pays imaginaire, c'est un peu Venise, etc. C'est absolument magique. En vous promenant sur quelques centaines de mètres, vous passiez d'un palais hongrois à un palais péruvien. On va se promener entre des pavillons. On va voir un café égyptien. On va pouvoir aller sur la colline du Trocadéro, visiter les pavillons des colonies. On va pouvoir déguster un plat exotique de l'autre côté. Si tous ces pavillons ont été détruits à l'issue de la fête, certains vestiges existent toujours dans Paris. Ils ont été rachetés, conservés et dispersés dans la capitale. Adossée au Palais des Manufactures pendant l'exposition, la Porte de Sèvres en est un exemple. 120 ans plus tard, elle se trouve dans un square derrière l'église Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris. Un autre trésor de l'exposition se trouve toujours en plein cœur de Paris, au musée Grévin. Sur les grands boulevards, 700 000 visiteurs viennent admirer chaque année les reproductions en cire de personnages célèbres, mais pas seulement. Le musée conserve aussi une attraction phare de l'exposition 1900, le Palais des Illusions. C'est une salle, si vous voulez, avec des pans de miroirs un peu partout, et à un moment donné, tout ça va bouger. Surtout, il va y avoir des projections. Et donc tout ça s'anime, tout ça brille, il y a on se voit soi-même refléter, disparaître, réapparaître, enfin, c'est quelque chose de magique, incontestablement. C'est ainsi que l'on passe d'un décor d'un temple hindou à celui d'une jungle. En fait, l'attraction repose sur le principe du kaléidoscope géant. Dans une salle hexagonale, 6 petits miroirs se trouvent posés à chaque coin de la pièce, parallèles 2 à 2. Il suffit de tourner les structures d'un tiers pour que le tableau de l'ensemble de la pièce change instantanément. L'émerveillement était total, l'illusion était totale, la surprise était totale aussi. Il y a une vraie force d'attraction dans ce dispositif, tel qu'il perdure encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire qu'on est toujours émerveillé par ça, quoi. C'est incontestable. Le Palais des Illusions est l'attraction qui a attiré le plus de spectateurs, environ 2 millions de personnes. En fait, c'est ici, lors de cette exposition universelle de 1900, que s'ouvre une nouvelle ère, celle de l'image animée.